Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Cédric Debdo. Excuse-moi pour la prononciation. Merci de vous connecter à ce podcast, premier du genre. Nous voulons une plateforme d'échange entre, d'une part, de jeunes médecins qui réussissent leur carrière de façon remarquable. D'une part, avec, d'autre part, des jeunes médecins, des étudiants en médecine parfois, qui se posent encore des questions quant à la voie à suivre. Nous voulons voir plus de médecins africains francophones se hisser au sommet. Pour cela, nous allons vous aider à faire le choix de la voie qui vous convient le plus et vous préparer aux difficultés, aux pièges qui vous y attendent. Pour le 5e épisode de mon podcast, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir le docteur Cédric Debdo. Dr Debdo est médecin et entrepreneur béninois. Il a fondé REMA, une entreprise health tech qui a pour but d'améliorer la qualité des décisions médicales. Le Dr Debdo a été formé à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, où il est sorti titulaire d'un doctorat d'État en médecine en 2017. Il a d'abord travaillé comme clinicien chez Caritas International pendant 3 ans avant de fonder REMA en 2019. Et c'est tout de suite le succès. Le docteur Debdo a reçu de nombreuses distinctions et de nombreux prix en Afrique, mais également à travers le monde. Il a notamment reçu le prix SeedStart Afrique de l'Ouest en 2018, le prix Solidarité Covid-19 de l'Organisation internationale de la francophonie en 2020, le prix de la meilleure start-up francophone en Afrique Arena au Africa Arena Summit en 2000. Dr Cédric Debdo est également reconnu par le magazine américain Medical, faisant partie des 50 voix les plus influentes dans l'industrie des soins. Il a depuis étendu ses activités au-delà du Bénin, dans plusieurs pays africains dont nous discuterons plus tard dans cette vidéo. C'est pour moi un réel plaisir d'accueillir Dr Debdo, cet entrepreneur à succès qui va partager son expérience avec nous. Dr Debdo, bienvenue sur mon podcast. Bonjour Gafa, tu peux m'appeler Cédric, hein, je pense que c'est plus simple. Et merci pour la belle introduction, la belle présentation que tu as faite à mon sujet. C'est tout un plaisir pour moi d'être là et de partager ces quelques instants avec toi. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très impressionnant ce que tu as réalisé. Immensement impressionnant. Un médecin qui se lance dans l'entreprise et qui réussit. C'est le succès. La société qui s'étend dans plusieurs pays africains. C'est excellent. Et c'est ce que nous allons explorer. Nous allons voir comment est-ce que tu as réalisé ce parcours-là. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées. Qu'est-ce que tu as développé pour aller au bout de ces obstacles-là et réussir et continuer à étendre ton entreprise. Alors, Cédric, puisque tu me permets de t'appeler Cédric, nous allons explorer d'abord ton parcours. Première question, quels éléments de ton parcours en tant que médecin t'ont poussé vers l'entrepreneuriat? Qui est-ce qui t'a amené à aller vers l'entrepreneuriat? Merci pour ta question. Je ne sais pas si elle se répond en qui ou en... Je dirais plutôt, qu'est-ce qui m'a amené? Oui, qu'est-ce qui t'a amené? C'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui m'a amené? Parce que je n'ai pas vraiment de personne ou d'individu en source d'inspiration qui me motiverait qui m'ait motivé à faire mes premiers pas en entrepreneuriat. Mais par contre, aussi loin que moi, je me souviens, déjà dès mon primaire, vraiment cette volonté-là, je disais dans le temps, moi je voulais être homme d'affaires. Je disais vraiment quand j'étais au cours primaire que je voulais être homme d'affaires, sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Mais tout ce que je savais, c'est que c'était des gens qui étaient plutôt indépendants. Et c'est cette notion d'indépendance et de liberté entre griffes, parce qu'elle est vraiment relative, la liberté de l'entrepreneur, qui m'a motivé, en tout cas, qui m'a toujours poussé
cette quête d'indépendance-là, de liberté-là, qui a toujours poussé l'ensemble de mes décisions, finalement, dans, dans ma vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Je pense que c'est de là que vient le désir et cette volonté, le feu entrepreneurial pour moi. Et pour être un peu plus concret et finir par sentir dans tout mon parcours scolaire et universitaire, notamment universitaire, à l'université, déjà quand j'étais étudiant en médecine, j'ai créé avec un collègue des carnets, Ok. en fait, des carnets de stage à l'intérieur desquels tu pouvais trouver les valeurs normales de plein de choses, les normes biologiques et des outils dont on avait besoin au quotidien quand on était sur les lieux de stage académiques à l'hôpital. Et c'est un carnet qu'on vendait aux étudiants en médecine à l'unité pour leur faciliter, on va dire, leur stage académique. Donc on en a vendu plein, aussi bien à nos promotionnaires qu'aux étudiants d'autres promotions. Donc il y a ça. Quand j'étais étudiant également, on faisait avec le même ami. Donc je me suis trouvé comme une espèce de cofondateur à tout faire. On organisait des soirées pour étudiants et on vendait des tickets. Donc il y a toujours eu ce petit truc de débrouillardise un peu auquel j'étais confronté, ou saisir tout simplement des opportunités que je sentais porteuses, tout simplement. Wow, très bien, très inspirant. Alors, cet ami-là, tu as fondé Rima avec lui ou plus tard, Non, vous n'êtes malheureusement, plus non. les associés? Non, ok. Et lui, il est aussi Non, dans non, pas du tout. l'entrepreneuriat ou non? Non, 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 non. Lui, il est salarié maintenant dans une belle Dans boîte et il une travaille pour boîte. Nestlé aujourd'hui. Ouais. Ok, très bien. Alors, je t'ai entendu dire que quand tu étais petit, depuis le primaire, tu avais déjà, tu nourrissais l'envie de devenir entrepreneur, de devenir indépendant. C'est ce que tu as dit. Est-ce aussi peut-être parce que papa, maman ou quelqu'un dans ton entourage était un businessman? Non, à proprement parler, dans ma famille, aussi loin que je me rappelle, mes parents n'étaient pas salariés. Moi, mes deux parents sont artistes danseurs, artistes chorégraphes. Donc j'ai vécu, on va dire, des revenus de la danse, des revenus artistiques de mes parents qui donnaient des cours de danse un peu partout dans le monde, etc. Donc il y avait une certaine connotation entrepreneuriale derrière ce que mes parents faisaient, aussi bien mon père que ma mère. Donc ils faisaient du commerce de l'art, donc notamment de la danse traditionnelle, de la danse contemporaine un peu partout dans le monde. Donc je ne peux pas nier qu'il y avait quand même un certain modèle que je voyais auprès de mes parents, même si ce n'était pas à ce modèle-là que j'aspirais. Parce que moi, je Ok, ne les identifiais pas à cette époque-là en tant qu'entrepreneur. Parce que je ne voyais pas de la systématisation, je ne voyais pas du désir de croissance, de développement, etc. Donc c'est des gens qui vivaient bien de leur métier, qui saisissaient les opportunités qui se présentent. Je n'appellerai pas entrepreneur pour autant. Mais j'avoue que ok, j'ai un père plutôt très, très malin et très entreprenant. ok, top. Alors, Cédric, est-ce que ton expérience médicale t'a préparé à relever les défis que tu as rencontrés dans l'entrepreneuriat en santé? Ça, c'est une belle question. Déjà, en fait, pour que les gens comprennent un peu mon parcours, c'est comment je me suis retrouvé en médecine, alors qu'au départ, j'ai toujours voulu être businessman, enfin, chef, enfin, homme d'affaires en griffe. Tu vois, je pense que c'est un petit. Il y a ce petit parcours-là qu'il faudrait que Que tu expliques. j'explicite un peu Mhm. avant d'enchaîner Ok, très avec ta bien. question. Donc, moi, quand j'ai fini mon parcours scolaire, avant d'aller, et j'ai eu mon bac pour entrer à l'université et tout, j'avais trois choix. J'ai plutôt eu une bonne moyenne. J'ai été bon élève, grosso modo, on va dire, à l'école secondaire et autres. Et à partir de mon baccalauréat, j'avais trois options. Donc l'État, on va dire l'État, la façon que ça fonctionnait dans le temps au Bénin, l'État, quand tu as une bonne moyenne, t'offre la possibilité de choisir trois filières par ordre de Ok, priorité. Et moi, ce que je voulais, c'était faire la gestion des entreprises. C'était mon rêve, on va dire en degré. Malheureusement, mes parents trouvaient que mes notes, notamment en sciences de la vie et de la terre, etc., posaient plus, selon eux, à faire la médecine. Vu que j'avais 19 sur 20 au bac, en biologie et en mathématiques physiques aussi, j'avais très bien travaillé. Eux m'orientaient plutôt vers une carrière médicale. Donc ils ont dit non, tu ne vas pas choisir la gestion d'entreprise en première position. La première chose que nous on veut, on n'a pas de médecine dans la famille, donc c'est vraiment une opportunité pour nous d'en avoir un.
Donc, première option, c'est mon père qui me l'a choisi. Il a mis médecine, il a rempli la fiche lui-même. Il a mis médecine. Deuxième option, il a mis pharmacie. Et la dernière option, maintenant, il m'a laissé le choix de mettre ce que je voulais. Et ce que je voulais dans le temps, c'était la gestion des entreprises. Donc, c'est comme ça que j'ai été sélectionné En médecine. par l'État pour faire médecine. Donc, Ouais, c'est c'est vraiment très un souvent tout comme ça hasard. que ça se passe hein, dans Exactement. beaucoup de pays francophones. Très souvent, les bons élèves, on les oriente en médecine, même quand ce n'est Exactement. pas On ne leur donne pas trop le forcément choix. leur, voilà, leur premier choix. Donc c'est comme ça que j'ai fait médecine et tout. Après, est-ce que c'est un regret pour moi? Pas du tout. Parce que je n'aurais pas pu avoir ce que j'ai aujourd'hui dans le domaine médical. Même si cette connaissance n'est plus trop clinique aujourd'hui, ça me permet de comprendre le langage des différentes parties prenantes avec Mhm. lesquelles j'interagis, ou je suis amené à interagir avec le projet ou l'entreprise entreprise REMA. Ça, c'est le premier point. Ça me donne de la crédibilité, qu'on le veuille ou pas. Quand je parle médecine, quand je parle de santé, les gens se disent, c'est un Un individu beau lambda qui parleur. vient en parler. Bon, je sais, exact, avec un beau parler, c'est ça, qui vient en parler ou qui vient surfer sur la vague de la santé. Non, j'ai passé quand même 7 ans de ma vie à l'étudier, à soigner des gens, et même au-delà. Parce que quand je suis sorti médecin, même avant de sortir médecin, je soignais déjà en périphérie, médecin dans les centres privés, etc. Donc j'ai exercé en tant que médecin et je connais les réalités du terrain. C'est tout ça, mis bout à bout, qui m'ont amené à lancer ce projet-là, en plus de ma volonté entrepreneuriale. Donc là, je crois que j'ai développé tout, mais j'ai oublié ta question. Ah voilà, est-ce que mon parcours médical m'a servi Oui, oui. en entrepreneuriat? T'as La réponse est préparé clairement à, oui, voilà, à parce que relever les difficultés. Mhm. exactement, notamment en entrepreneuriat Mhm. médical, comme ce que je fais maintenant, enfin, dans le domaine de la santé et de la technologie. Je n'aurais pas eu la même connaissance de marché, même le même parcours entrepreneurial si j'avais pas fait médecine, parce que je n'aurais pas rencontré les mêmes personnes, je n'aurais pas eu les Oui. mêmes influences, etc., qui m'ont Et amené peut-être tu n'aurais pas identifié cette à lancer le problématique que projet. tu essaies de... Et je n'aurais jamais pu l'identifier si j'avais pas fait médecine. Ouais. C'est impossible. Ok. En tant qu'entrepreneur, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise jusqu'à présent? Et mon Dieu. En fait, j'ai l'impression que tu poses les questions les plus dures. C'est quand même, Tu, tu ne penses pas à la c'est plus grande difficile comme leçon. Tu question. n'as pas encore identifié la plus grande leçon que tu as. Ok, donc partage avec nous peut-être En une leçon que tu as apprise. fait, parce que je ne sais pas s'il y a une leçon plus grande, mais peut-être que oui. Mhm. Peut-être que oui. Parce que le parcours entrepreneurial, c'est un parcours d'apprentissage et donc de leçons. C'est un parcours d'avancement par tâtonnement, systématiquement. À partir du moment où tu fais quelque chose qui est disruptif, qui est innovant, qui va créer, va nécessiter un certain changement comportemental ou un changement social, tu es obligé d'avancer par tâtonnement parce que tu n'as pas de référence, tu n'as pas de repère, de repère. Et en allant comme ça, tu es obligé d'apprendre de tes essais, des échecs et de tes... Je suis plutôt philosophique, je vais être plutôt philosophique sur, Ok, sur cette question-là. on est Je pense preneur. qu'on sous-estime en tant qu'entrepreneur le pouvoir du don. Le pouvoir du don. Du Quand je dis don, ok? don, il ne Quand s'agit tu pas dis de faire des œuvres, du don, du don D-O-N. de soi, c'est ça? J'allais en venir, justement. Ok. Mais je m'en arrête au don, tout simplement. Et du pouvoir du don. Et le don, justement, ici, je le décline en plusieurs niveaux. Il y a le don de soi. Ok. Donc, dans tout projet, quand on veut s'embarquer, il faut vraiment se donner. Mais se donner corps et âme. Si, il n'y a même pas de comparatif, en réalité. Quand c'est vraiment un projet qui te porte une vision, une mission de vie finalement que tu t'es donnée. Euh, 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 la notion de don de soi n'a même pas d'équivalent. Par exemple, dans le système académique où on apprend pour réussir, on se donne à ses leçons, etc. Non. Donc, du don sincère et profond de soi-même pour la vision ou le projet qu'on a décidé de conduire. C'est le premier point, selon moi. Le deuxième niveau du don, c'est le don de soi. Là, c'est le don de soi au projet.
Et après, c'est le don Mhm. de soi aux autres. Je pense que c'est le don de soi aux autres, pour moi, c'est très important parce que c'est en voulant se donner soi-même ou ce qu'on offre. On peut se donner aux autres à travers un produit, on peut se donner aux autres à travers un service, on peut se donner aux autres à travers la manière dont on interagit avec ses collaborateurs, à travers la manière dont on interagit avec ses clients, ses prospects. Donc il faut que dans toutes les interactions humaines, avec toutes les parties prenantes qui entourent ton projet, on sente que tu es là pour la bonne raison ou pour les bonnes raisons. Donc que tu penses d'abord à qu'est-ce que l'autre gagne, qu'est-ce qui est bon pour l'autre, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce que je peux lui apporter avant de chercher à demander. Donc c'est d'abord en donnant aux autres qu'on finit par recevoir à court, moyen ou long terme. Donc voilà pour moi la leçon la plus importante en entrepreneuriat et je pense qu'on la sous-estime beaucoup. Il faut donner de tout, de soi Ok. aux autres à travers son produit, ses services et à travers même son attitude des fois pour finalement espérer en recevoir. Parce que pour moi, ce que tu donnes à la vie, elle l'amplifie et te le renvoie. Ça, c'est une très belle leçon de leadership et de philosophie à la fois. Merci, Cédric. Cédric, Compris. ma prochaine question. Il est évident que pendant le parcours de médecine, on étudie physiologie, anatomie, pathologie. On n'étudie pas de business. On n'étudie pas, on n'apprend pas à gérer les hommes. On n'apprend pas à développer son business, à étendre son business. Comment est-ce que Ouais, toi, tu as comblé euh, ce déficit-là que ce tu n'as manque-là, pas, ce manque-là que tu n'as exactement. pas eu à l'université? Est-ce un don naturel? Est-ce à travers la lecture, des podcasts YouTube? Comment est-ce que tu as fait pour comprendre comment gérer ton business, comment l'étendre, comment gérer tes collègues, tes collaborateurs? Excellent. Ça, c'est une superbe question. C'est une superbe question. Ça m'amène à dire que moi, j'ai été autodidacte, hein, surtout mon parcours entrepreneurial. Il faut bien que je le précise. J'ai été autodidacte, j'ai jamais fait de cours en soi, ni de formation spécifique business. Mais par contre, j'ai du cran, tu vois, j'ai de l'audace, j'essaye des choses. Et de ces choses-là, j'apprends. Avant Rema, j'avais lancé une boîte. C'était vraiment ma première boîte officielle en tant qu'entrepreneur. C'était une boîte de vente et de promotion de la musique africaine en ligne. Elle s'appelait Africopus. Elle est fermée Waouh! déjà, elle n'existe plus. Là, j'apprends quelque chose J'ai sur lancé toi. Ok? De la musique. la musique. Pour faire le lien, mais moi, mes parents vivaient de là, Mhm, vivent même de là, je dirais. Donc j'avais toujours eu cette exposition à l'art, cette sensibilité mhm. à l'art et j'ai aussi des petits talents, on va dire, d'artiste en tout cas, ou d'écrivain, etc. Donc cela m'a amené à m'intéresser très tôt à l'art et à voir ce que je pouvais apporter euh, à mon réseau. J'avais quand même un réseau d'artistes dans le temps, avec les ressources que j'avais. Donc j'ai lancé une plateforme de vente et de promotion de musique en ligne. Grosso modo, c'était une boutique en ligne. Ok. Tu pouvais acheter des albums, des singles en ligne, etc. Et on avait un blog à côté, équipe de rédaction, de rédacteurs web, etc., qui produisaient des articles tout le temps pour promouvoir les artistes aussi bien en Afrique francophone que, que anglophone. Ok. Donc Très bien. pendant Impressionnant, hein? cette expérience-là, Mhm. pourquoi j'en parle? Parce que mon management aujourd'hui, les fondements de mon management en termes de ressources humaines aujourd'hui, les fondements viennent de là. Résumé, la manière dont je gérais cette entreprise-là, c'était, on a des charges, on générait du chiffre d'affaires en faisant de la promotion digitale et offline, donc et hors ligne, pour donc médias traditionnels, pour des artistes, des chanteurs, etc. On encaissait l'argent, Cédric paye les charges, et Cédric prend le montant, enfin la marge, pour faire sa vie, grosso modo. C'est le bénéfice. Je viens de te résumer le Ouais. modèle économique et la structure de l'Afrique. Donc tout ce que, j'avais pas vraiment de vision Oui, oui. au-delà de Oui, ces oui. deux services-là. C'était vraiment, je veux dégager de la marge et faire ma vie, Mhm. comme je l'entendais dans le temps. Donc je ne m'occupais pas vraiment des ressources humaines au quotidien comme je devrais. Je me suis arrangé pour ne pas avoir ce poids. J'avais un rédacteur, une rédactrice
en chef qui était super bonne et qui gérait l'équipe de rédacteurs. J'avais un journaliste qui gérait toute la stratégie de promotion physique dans les médias traditionnels, etc. Et moi, je récoltais juste l'argent et je gérais la plateforme pour que ça ne tombe pas en panne, grosso modo. Ouais. Et au mieux, Ça, je c'est le faisais business quelques traditionnel. prospections. Exactement, c'est ça. Je faisais quelques prospections d'artistes ça et là pour Mhm. développer le catalogue d'albums. Finalement, cette entreprise a fermé. Pourquoi? À cause de ma manière de la gérer. Je n'avais pas créé de lien avec les ressources humaines. Je ne maîtrisais pas toute la chaîne de l'entreprise. Et du coup, quand il y a eu des problèmes, je n'ai pas su à quelle partie de la chaîne de valeur relier ces problèmes d'une part, Mhm. quel levier utiliser pour régler, corriger ces problèmes. Donc je me suis retrouvé juste en incapacité à un moment de régler les niveaux de problèmes, soit contractuels, soit liés à l'exécution des contrats qu'on avait, etc. À un moment, j'ai dit ben non. Donc je me suis retrouvé à un moment donné à restituer des contrats qu'on avait signés aux maisons de production, aux artistes, etc. Et je me suis dit non, non, non. Soit je fais maintenant ou je vais finir par retourner tout l'argent que j'ai. Là, j'ai décidé de fermer. On a dû fermer parce qu'il y avait trop de problèmes à gérer. Je n'étais pas prêt pour gérer autant de problèmes. Et donc, c'est, on va dire, le reliquat qui me restait de cette entreprise-là qui m'a permis de lancer Rema. Parce qu'en ce moment-là, j'étais déjà en train de penser à Rema, petit à petit. On était en Mhm. 2016-2017. Donc, même 2018, quand, c'est ça, non, 2016-2017, c'est ça. Je pensais déjà petit à petit à Rema. J'ai dit non, je vais orienter mes ressources autrement et me concentrer sur Rema. Donc ça a été ma première leçon en termes de gestion de ressources humaines et qui m'a amené à mieux faire les choses quand j'ai lancé Rema et à avoir mon style de management que j'adopte aujourd'hui. Et ce que moi je recommande à tout entrepreneur, c'est de se connaître soi-même. Moi, Cédric, je suis le même Cédric dans la vraie vie qu'en business. La première phrase que je dis à toute personne, bon, je le fais un peu moins aujourd'hui, parce que là, mais en tout cas, mes premiers employés, ma première phrase que je leur disais, c'est j'ai mon style de management. Tu vas voir, c'est plutôt permissif. Mais dès l'instant où tu vas vouloir en abuser, je te vire. C'était la première phrase que je disais. Parce que je lui ai dit clairement, je ne vais pas changer mon style de management pour vous. Parce que je ne veux pas être un autre Cédric dans la vie et puis un autre Cédric dans ma boîte, c'est-à-dire en business. Mhm. Donc j'ai plutôt un management transparent, humain, vraiment humain. Mais dès l'instant où quelqu'un essaye d'en abuser, ben, la personne pourrait voir également le revers, on va dire, de la médaille. Donc ce que moi je recommande à tout entrepreneur, c'est de se connaître soi-même et de structurer un modèle de management en accord avec son type de personnalité et de recruter également les ressources humaines en fonction de ça. Et donc d'établir un processus. Aujourd'hui, on a un processus de recrutement qui est très bien huilé, très bien léché chez Rema, qui fait qu'on a très peu de chances d'embaucher des gens qui ne fuitent pas avec la culture de l'organisation. La notion de culture organisationnelle elle est très importante, notamment dans le recrutement. Donc c'est comme ça que j'ai pris mes premières leçons, que j'ai su me réadapter quand j'ai lancé Rema. Mais évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail de Mhm. tout le management quotidien des ressources humaines, mais c'est la leçon que je pense la plus importante. Se connaître Ok, très bien. Donc, et adapter. autodidacte et tu apprends de façon empirique. Ça veut dire tu testes, tu vois si ça marche, tu Absolument, continues. Très bien. Donc, ouais, c'est une absolument. belle invitation aux jeunes qui nous suivent, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Lancez-vous, vous allez probablement échouer une fois, deux fois et quand vous comprendrez comment ça marche, vous réussirez certainement. Très bien, Cédric. Exactement. Alors, tu nous as partagé cette expérience-là dans laquelle tu n'as pas bien géré ton entreprise et que tu as dû fermer. Est-ce que tu as un autre exemple aussi parlant, sinon plus parlant, d'un échec que tu as connu au cours de l'entrepreneuriat? Moi, je ne suis pas entrepreneur, mais il semblerait que les entrepreneurs rencontrent d'énormes échecs. Ils se font des quits pas possibles et ils apprennent de ces erreurs-là. Ils apprennent de ces chutes-là. Peux-tu partager une avec nous? Oui, Si c'est en euro, les impôts vont tomber sur toi. Hein? C'est bien de préciser. Ils n'ont pas suivi. Ouais. Mhm. Ouais. De fermer. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Vous allez mettre les clés sous le paillasson. Ouais. Ouais. Les données. Ça, c'est le privilège du DG. Donc,
Ce que moi je retiens de cette expérience-là, c'est peut-être mesurer ses ambitions et puis aller progressivement, même quand le succès semble venir. Donc, très belle leçon pour les... Ouais, c'est ça. Aller un pas après l'autre, c'est ça. Alors, très bien. Tu as commencé déjà à mentionner Rema. Je veux maintenant qu'on discute de Rema. Premièrement, comment est née l'idée de fonder Rema et quelle est la mission de Rema? Est-ce que tu peux nous parler de Rema pour ceux qui ne connaissent pas Rema? Ok, ok. Oui, médical. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que concrètement... Ok, vas-y, continue. Non, non, continue. Euh, non, je voulais dire concrètement, ça veut dire quoi pour nos spectateurs? Ça veut dire qu'un médecin généraliste qui consulte à Parakou peut prendre les photos peut-être d'une lésion dermatologique sur laquelle il a des doutes, partager dans le groupe et peut-être un dermatologue qui est à Cotonou, à Ouagadougou, à Lomé peut donner son opinion. Très bien. Ok, ok. Ok, très bien. Oui, le patient. Oui, oui. Ok. Et concrètement, est-ce que tu peux nous en dire plus pour la population? Ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi, si c'est pas secret, bien entendu, est-ce que c'est fait des, c'est leur dit de prendre leur tension artérielle de façon régulière. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour la population? J'imagine que là, c'est un peu plus complexe. Ok, très bien. Alors là, comme tu l'as dit, la boucle sera bouclée avec les trois acteurs clés pour la santé. Très bien. Franchement, c'est une tellement belle initiative. C'est formidable. J'apprécie beaucoup. C'est très bien ce que vous faites chez Rema. Juste une petite question de clarification pour ceux qui nous suivent. Est-ce que vous avez... Moi, par exemple, je suis médecin généraliste, je travaille dans un village très loin de la capitale, au Burkina Faso, par exemple. Est-ce que tu penses que j'aurai des réponses à mes questions à temps pour que je puisse prendre ma décision? Parce que j'ai le patient en face de moi. Combien de temps est-ce que j'attends en moyenne pour avoir une réponse? Par exemple, si j'ai besoin de l'avis d'un dermatologue, combien de temps est-ce que cela peut me prendre? Est-ce que vous, Arima, vous avez des dermatologues, par exemple, qui sont en contrat avec vous, qui font le tour qui répondent aux questions assez vite? Comment est-ce que ça se passe? Donc, tu peux taguer tous les dermatologues en une fois, par exemple. Ok. Non, très bien. Ok. Tu n'as pas dit comment est-ce que l'idée de Rema est née. Rapidement, est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote qui est derrière Rema? Comment est-ce que tu as eu l'idée de créer cette fantastique boîte? J'imagine que c'est au quotidien, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Ouais, 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 c'est énorme. Ouais, ouais. Imagine qu'il n'y a pas de données. Imagine, parce que on a moins de moyens pour faire le diagnostic, ouais, l'appareil clinique ne suit pas, on n'a pas autant de médecins, ouais, il n'y a pas suffisamment de médecins, tout ça, il y a eu plusieurs décès. Ouais. 30%. Ouais, ouais, ouais. Grandes études et on prenait des décisions. De quoi retomber? On a ouais, 5 fois près. Ouais, peut-être. Ok. Et donc tu as identifié ce problème. Très bien. Non, formidable. Franchement, c'est clair, c'est limpide et on sent que il y a un fil rouge. Ta vision est claire, le problème que tu veux résoudre est clairement identifié, bien limité. Non, c'est formidable. Et de RIMA, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, RIMA, c'est être présent dans combien de pays vous employez, combien de personnes, comment est-ce que c'est organisé? Tu peux nous parler un peu de l'organisation? Je suis curieux de savoir comment est-ce que c'est organisé pour toutes les spécialités, pour toutes les expertises francophones. Ouais. 8 pays. Vraiment. Ok, non, très bien. Alors, je m'attendais à entendre parler d'un département scientifique, d'un pôle scientifique. Ce n'est pas le cas. Tu n'as pas de... Ok, ok. Et alors, dans ton équipe, tu as combien de médecins qui travaillent sur les 20, 30 employés de REMA? Non, juste vaguement, pour savoir. 4 médecins. Ok, ok, super. Et par curiosité, c'est quoi le rôle du pharmacien dans l'ensemble de ces... Ok, ok, non, très bien, ok, wow, très bien. Alors, pour continuer sur Rema, euh, quelle est ton ambition pour Rema? Est-ce que tu as pour ambition de t'étendre sur toute l'Afrique ou même de t'étendre au-delà de l'Afrique? Euh, Qu'est-ce que bientôt la boucle sera bouclée. Quelles sont
les futurs défis de REMA pour toi? Sustainable. Ouais, clairement. C'est clair. Ça fonctionne très bien. Ok, bien. Et est-ce que vous avez des concurrents dans les biens? Non, voilà qui est clair et qui est poignant. Est-ce que dans les autres continents, en Asie, en Europe, en Amérique, vous avez des concurrents? Ok. Ah, voilà. Est-ce que tu peux citer un? Parce que moi, je ne connais pas. Oui, oui. Ok, ok. Bien sûr. Le contexte est différent. Ouais, c'est clair. Ok. Non, voilà, c'est... Oui, ouais. Bon, voilà, c'est ça. Vous aurez le bénéfice d'être les pionniers. Les pionniers, c'est, comme tu l'as dit, quand on pense à ça, on sait que c'est REMA, tu vois. Et ça, c'est là. Il faut débourser pour les autres. Alors, très bien. Cédric, on va procéder à la conclusion et aux perspectives. Quel conseil donnerais-tu à un jeune médecin, à un étudiant en médecine qui veut suivre tes traces et qui veut créer sa propre entreprise dans le domaine de la santé en Afrique? Très bien, très beau conseil. Alors, Cédric, pour ces jeunes qui veulent se lancer là et qui se demandent, qui ne sont pas très sûrs, est-ce que tu as des niches que tu as peut-être identifiées dans lesquelles tu ne penses pas évoluer, que tu peux partager avec eux? Est-ce qu'il y a des secteurs inexplorés que tu peux partager ici, que tes yeux d'entrepreneur ont peut-être qui ne t'intéressent pas toi personnellement, qui ne sont pas alignés aux valeurs dont tu as parlé? Bien sûr, bien sûr. Non, très bien. Donc je retiens utiliser la technologie pour résoudre des problèmes dans des niches qui vous passionnent. Alors, très bien. Alors, c'est resté dedans longtemps, c'est vrai, la persévérance. Cédric, une autre question, un autre conseil que tu pourrais peut-être partager avec les jeunes frères. Quand on est entrepreneur, on est parfois amené à prendre la parole en public. On est parfois amené à défendre son projet devant un jury comme toi. Tu l'as fait plusieurs fois. On est, on doit faire des levées de fonds. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on développe ce leadership-là, ces compétences oratoires-là pour convaincre l'autre à investir dans son entreprise, à croire en son entreprise? Parce que ce que je note, c'est que par exemple, les Burkinabés, les Burkinabés sont parfois connus comme étant réservés, timides. Ils savent souvent pas se vendre. C'est un peu culturel. Quel conseil est-ce que tu donnes à ces jeunes-là pour qu'ils puissent se vendre, pour qu'ils puissent vendre leur projet, faire croire en leur projet sur des scènes internationales, devant un jury, devant voilà, un investisseur? Mhm. C'est clair. Ouais. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Allez, j'ai des problèmes de caméra. Bon, on va terminer comme ça. Alors, merci beaucoup, Cédric. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Merci de t'être livré à cet exercice-là. Je t'en suis très reconnaissant. C'était une très belle interview. En tout cas, c'est la première fois que je reçois un médecin entrepreneur. Et je suis sûr que mes auditeurs ont beaucoup appris de toi. Je pense que tu vas inspirer d'autres entrepreneurs. Et voilà, un de ces jours, peut-être que un grand entrepreneur dira que j'ai écouté un podcast où Cédric a donné un conseil qui m'a beaucoup marqué et qui m'a donné le déclic de commencer. En tout cas, je te remercie beaucoup de t'être livré à cet exercice. Je te souhaite plein de succès avec Réma, plein d'extensions, qu'on continue d'avoir de bonnes nouvelles de Réma, que Réma continue de s'étendre encore et encore, à grandir encore et encore, et que pour le bien-être des populations africaines. Je te dis merci et je te souhaite une très belle soirée. Bye bye.